Alors bonjour, bienvenue au sommet de la psychopédagogie positive. Aujourd'hui, j'ai la chance et la joie de recevoir Vincent D'Amato. Alors Vincent, il est praticien en psychopédagogie positive, mais pas seulement, il est plein d'autres choses. Je vais le laisser se présenter juste après. Et on va parler d'un sujet qu'on a vraiment en commun et qu'on adore, qui sont les outils de pensée visuelle et combien l'utilisation de ces outils dans la pratique en psychopédagogie positive, elle rend l'apprentissage beaucoup plus joyeux et beaucoup plus efficace. Bonjour Vincent. Bonjour. Je te Bonjour à laisse te tous. présenter, tu vas? Oui, bien sûr. Sans problème. Donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle du coup Vincent D'Amato. Donc je suis un ancien enseignant. J'étais professeur des écoles pendant un peu moins d'une vingtaine d'années. J'ai été aussi formateur dans l'éducation nationale auprès des enseignants. Alors de mon côté, moi, j'ai découvert la psychopédagogie positive en 2013 avec Isabelle. Et je me suis formé, je suis maintenant certifié en psychopédagogie positive depuis juillet 2016. Et donc depuis octobre 2016, maintenant, je suis installé en cabinet libéral et c'est mon activité à plein temps. Voilà, donc dans ce cadre-là, j'accompagne des jeunes de 5 ans à peu près jusqu'à une vingtaine d'années pour des jeunes étudiants, avec généralement à peu près tous des profils atypiques qui vont être aussi bien des hauts potentiels que des jeunes avec des troubles 10 ou du TDA. Voilà. Et petit à petit, au fur et à mesure de ma pratique, moi j'ai éprouvé aussi le besoin de me former en hypnose. Donc je suis maintenant maître praticien en hypnose, je suis praticien en PNL et je me suis aussi orienté vers les premiers secours en santé mentale pour les jeunes, parce que là aussi je me suis rendu compte que les jeunes avaient de plus en plus besoin d'accompagnement à ce niveau-là et que pouvoir détecter les problèmes de santé mentale permettait aussi de les prendre le plus tôt possible. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je suis aussi préparateur mental pour le jeune sportif. Cool. Voilà. Donc tu as enrichi ta palette qui était déjà bien riche parce que tu étais déjà formateur et puis tu as enrichi finalement au fil des besoins aussi parce que ce que j'entends sur la santé mentale, on l'a tous dans nos cabinets, on a des enfants, des adolescents qui sont quand même relativement anxieux, notamment tout le post-Covid là, ça a Ouais. donné des générations confinement qui n'est pas super en forme. Donc effectivement, ton diplôme en santé mentale, il doit être très, très, très utile au quotidien. Euh, euh, alors nous, on va parler de facilitation, facilitation de la compréhension et de l'apprentissage grâce aux outils et méthodes de pensée visuelle. Donc, quand tu dis qu'on facilite la compréhension ou que la pensée visuelle, elle facilite l'apprentissage, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pour que voilà, ceux qui nous regardent comprennent bien la puissance de cette approche-là en pensée visuelle? Ouais, ouais. Alors, tout d'abord, en effet, au niveau de cette facilitation, l'utilisation des outils visuels va permettre de transformer des concepts abstraits en images concrètes. Et du coup, ce travail-là va obliger l'enfant, notamment, à manipuler ce que j'appelle moi les matériaux d'apprentissage, c'est-à-dire les connaissances et les concepts qui sont abordés à l'école, pour pouvoir les transformer à sa manière, et puis du coup les assimiler plus facilement. Et puis d'un autre côté, les outils visuels vont aussi permettre de mieux structurer l'information, notamment aussi avec le travail au niveau des mots-clés, donc la sélection des mots-clés, la recherche d'idées clés dans les leçons. Et tout ça, ça va aussi entraîner un travail cognitif fort, parce que quand l'enfant sera capable de reconstituer sa leçon à partir simplement des mots-clés, ça montrera en fait qu'il a bien assimilé sa leçon. Oui, ça c'est un vrai challenge d'ailleurs de voir, de trouver le mot le plus important dans ce qui est donné. Et il y a des enfants qui n'y parviennent pas. Ils ont l'impression que tout est à la même hauteur, quoi. Donc ils Mm. ont du mal à trouver le mot-clé, celui. Nous, on dit, voilà, notamment avec le mind mapping, que c'est la clé qui ouvre la porte de mon cerveau et de tout l'ensemble des connaissances qui s'y cachent. Donc, toi, tu dois, enfin, moi, je les vois dans mon cabinet, toi, ça doit être la même chose sur déjà tout ce travail de recherche des mots-clés. Comment tu les amènes à ça? Les amènes à comprendre qu'un mot est un mot-clé et qu'il y a des mots qui
Elles sont juste là pour faire des phrases. Oui, c'est un peu ça d'ailleurs. En fait, c'est un travail qui se fait tout doucement. Alors, c'est un travail qu'on peut faire très tôt, hein. Avec des élèves jeunes, des enfants de CE2 sont capables de le faire avec un peu d'entraînement. Et Ouais. l'idée, c'est vraiment de voir avec eux quels sont les mots qui sont essentiels pour comprendre la phrase. Et donc, petit à petit, d'éliminer justement les autres mots. J'utilise parfois l'image du citron à ce moment-là où on Ouais. presse la phrase, en fait, jusqu'à obtenir juste les dernières gouttes. Voilà. Et Ah oui. quand l'enfant récupère trop de mots-clés, je le pousse aussi à voir parmi ces mots-clés-là, lesquels sont vraiment essentiels. Oui, l'essentiel dans le sens, c'est si on l'enlève, on comprend plus rien à ce qui se raconte, c'est ça. C'est Ouais, ça que l'enfant touche du doigt, en fait. ouais, ouais, complètement. Et même avec certains jeunes, je parle, pour reprendre l'image du citron, où on a le fruit, puis après le jus de citron. Et après, si Oui, on va encore un peu plus loin, on va obtenir le nectar. Voilà, juste oui. le meilleur, en fait, c'est ces mots-clés-là qu'il faut garder. Et ça, c'est vrai que c'est un exercice qu'on doit vraiment apprendre à faire aux enfants, parce que bah, comme on est quand même dans une société qui est très très verbale, on apprend à parler avec beaucoup de mots, parce que le vocabulaire c'est essentiel pour la compréhension, mais du coup, ensuite, on est noyé dans tous ces verbes. J'ai l'impression qu'on est noyé par trop de mots, noyé par trop d'informations, et du coup, faire du tri, même je le vois pour certains adultes, c'est pas évident. Ouais. Oui, c'est vraiment un entraînement et une manière de penser. En fait, c'est ce qui est intéressant aussi avec les outils visuels, notamment aussi la carte mentale, c'est d'arriver à avoir un peu cet esprit de synthèse où on va structurer de plus en plus rapidement les mots-clés les uns avec les autres, réussir à attraper justement ces fameux mots-clés pour tirer l'essentiel. Et plus on le pratique, plus ça devient naturel, en fait, même sur de Oui, c'est l'oral. ça, c'est une gymnastique, il faut bien dire. Certains vont, bah, tu parlais de la carte mentale, du mind mapping. Il y en a certains, mais là, moi, je vais animer une formation pour des adultes, mais il y en a qui disent, ah oui, mais moi, de toute façon, je suis pas visuel. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Je dis, bah, a priori, vous avez deux yeux, à moins qu'ils ne fonctionnent pas, vous êtes visuel. Mais je pense qu'il y a un gros mélange sur ces questions-là et que les gens ne comprennent pas que, par exemple, la carte mentale, c'est ce qu'on appelle un outil cerveau total qui marche Ouais. aussi bien pour ceux qui ont une vision synthétique des choses que pour ceux qui veulent aller dans le détail et que, voilà, ça fait marcher l'analyse, la synthèse, etc. Donc, on n'a pas besoin d'être visuel, d'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'on entend en disant ça, pour pouvoir utiliser des outils de pensée visuelle. Non, bien sûr. Bah, comme tu disais, de toute façon, on est formé, enfin, on a bien deux yeux, normalement, mais on a Ouais. deux oreilles et un corps, donc on utilise bien tous ces canaux-là de Mm. perception. Et du coup, c'est des outils qui vont convenir à tout le monde, quel que soit le canal préférentiel, qu'on soit visuel, auditif ou kinesthésique. De toute façon, toujours à mettre entre guillemets, puisque pour moi, on est les trois. Et Ouais. voilà, c'est des outils qui sont adaptés en fait à tous les profils. En effet, Mm. et comme tu disais, qui vont utiliser aussi la totalité du cerveau au Oui. niveau des apprentissages. Le mind mapping, par exemple, est un outil qui a des bases neuropsychologiques, en fait, au moment Ouais. où il a été inventé, au milieu des années 70, c'était en 1974, par les frères Buzian. Leur idée était de trouver un outil qui fonctionnait dans le même sens que le cerveau pour améliorer la fluidité au niveau du travail et éliminer toute résistance, en fait, pour que les personnes puissent réfléchir naturellement. Donc, on va retrouver des choses comme l'arborescence, en particulier, la position de la feuille, qui va être sur un format paysage, qui est Mhm. plus facilitant en termes de champ visuel, les couleurs, l'utilisation du double codage avec les pictos, les dessins, pour aussi augmenter la, la- la portée de tout ce qu'on va voir, aussi bien avec les mots qu'avec les images. Ouais. Moi, je dis souvent, les gens disent, ah oui, mais moi, je ne sais pas dessiner. Je dis, ben, ça tombe bien parce qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire du mind map ou du sketchnoting, on va en parler.
je dis en tout cas, vous savez représenter une idée à votre façon et l'important c'est que vous la reconnaissiez. Et ensuite, on va utiliser effectivement des pictogrammes, c'est-à-dire des petites représentations graphiques qui parlent à tout le monde. Il y en a une qui est absolument universelle, où que l'on soit dans le monde, c'est le picto des toilettes. Où que tu sois au Japon, en Russie, où que tu veux, tu vas reconnaître le pictogramme toilette et tu seras sûr d'y aller. Donc il y a quand même des images qui sont absolument universelles et qu'on peut utiliser et sans avoir comment, une compétence de dessinateur ou d'illustrateur, mais qui va renforcer la puissance de l'outil. Je ne sais pas comment tu Oui, amènes ça, toi, cette idée-là. oui, oui, complètement. En fait, le pictogramme, c'est vraiment un dessin tout simple, parce que le Mhm, plus simple possible, et qui doit représenter l'idée, en fait, simplement. C'est pas forcément une illustration de, mhm, justement, de l'idée qu'on est en train de voir. Ça va être aussi par association d'idées. C'est-à-dire que certains concepts vont être difficiles à dessiner, mais du coup, quand on va tomber sur ces concepts-là, on va pouvoir se demander, ce truc-là me fait penser à telle autre chose, qui me fait penser à telle autre chose, et ça, je peux le dessiner. Et cette chaîne-là va permettre justement de représenter en pictogramme. Et après, voilà, le pictogramme, on cherche les éléments les plus importants pour ouais. représenter l'idée. Oui, c'est pas juste pour faire joli, hein, c'est Non, ça non. aussi que je veux dire. Ça fait Le vraiment picto, partie il du a une double codage. fonction dans la... Oui, complètement. Ça fait partie du double codage, c'est pour appuyer en fait la mémorisation du mot. Oui. Alors que quand on est en linéaire, qu'on va noter, et je pense que ben, ceux qui nous regardent se souviennent de ça, qu'au lycée ou à la fac, nous avons été capables d'écrire des kilomètres de pages sans comprendre ce qu'on écrivait en même temps. On était vraiment dans courir après celui qui parlait, donc en l'occurrence le prof, en disant oh là là, j'ai mal au poignet, c'est dur, etc. Et de revoir ensuite, mais sur le moment, on ne comprenait pas du tout, on ne comprenait pas ce qu'on écrivait, on écrivait au kilomètre sans même se poser la question. Donc il y a vraiment ce mode automatique et c'est très différent avec les outils de pensée visuelle parce que là, pour le coup, il n'y a pas de possibilité de faire une carte mentale, de mapper sans comprendre ce qu'on met dessus. Est-ce que Ouais. ça, tu le confirmes? Oui, oui, c'est justement c'est un des intérêts. Alors là aussi, que ce soit sur la carte mentale ou le sketchnoting, Oui, il y a besoin de faire ce tri d'informations, mais il y a aussi de faire un gros travail cognitif sur comment j'organise ça sur la feuille pour que ça soit compréhensible facilement, pour que je puisse m'y retrouver. Et tout ce travail-là fait qu'on acquiert au fur et à mesure de la présentation les oui, différentes notions. Alors que sur une prise de notes plus classique, en linéaire, en effet, on court après le présentateur et souvent d'ailleurs, on ne revient pas sur ces notes, ou on y revient, mais on a du mal à retrouver ce qu'on veut. L'intérêt aussi hein, sur la carte mentale, ça va être d'avoir sur une seule feuille toute la présentation. Donc d'avoir une vision oui, globale sans avoir à tourner 4, 5, 6 feuilles pour retrouver un renseignement qu'on pouvait rechercher. oui, c'est ça. Et surtout ce que tu disais, le mot-clé qui est en fait noyé dans des phrases. Parce que parfois, on Oui, peut avoir un paragraphe et avoir seulement deux idées clés dans le paragraphe, alors voilà, qu'il y c'est a ça. 5 lignes. Ouais, ouais, complètement. Et puis, du coup, aussi cette capacité à aller trier les mots-clés pour vraiment ne prendre que les principaux, que les idées les plus importantes, ce qu'on a tendance à moins faire quand on est sur une prise de notes linéaire, où Oui. là, on va essayer de tout prendre, d'avoir quelque chose de beaucoup plus exhaustif. Oui, mais il existe aussi, je ne sais pas si toi ça t'arrive régulièrement, moi j'entends quand même, oui, mais j'ai peur d'oublier des choses, j'ai peur de perdre. La peur de perdre, elle est un peu forte. Et donc quand on passe d'un apprentissage en linéaire à un outil de pensée visuelle, comme on va, comme tu dis, essorer le citron, en tout cas Le presser. ouais, le presser, voilà, je vais dire le pincer, le presser bien fort. On a peur de perdre. Donc il y a quelque chose qu'il faut aussi travailler sur la confiance dans le fait que notre cerveau enregistre des informations malgré nous, que les informations sont là
et que c'est pas parce qu'on n'a pas tout de suite le chemin pour aller le rechercher qu'on l'a pas. Oui, oui, complètement. C'est vraiment une peur qu'on retrouve souvent, alors qu'on retrouve pendant les formations, quand on présente l'outil, c'est les personnes qui vont dire, en effet, j'ai peur d'oublier des choses, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Alors ça vient évidemment avec la pratique, puisque ce sont des techniques et qui demandent un tout petit peu de pratique au début pour pouvoir les utiliser très facilement, mais elles sont beaucoup plus simples qu'elles n'y paraissent, en fait. Ouais. Et puis après, ce que j'ai tendance, moi, à dire aussi aux personnes que je peux former, c'est que de toute façon, si elles ont oublié le renseignement, c'est pas la peine de se rappeler puisqu'elles l'ont oublié. C'est ça, c'est que ça Elles ne valait savent pas la plus peine. qu'il était là. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas dramatique. Et puis, alors, surtout en tant qu'adulte, pour les jeunes, c'est un peu différent sur la prise de notes, mais nous, en tant qu'adultes, généralement, on a de l'expérience et on ne va prendre en note que ce qui est susceptible de nous servir, en fait. Oui, Donc au final, oui, c'est ça. on va oublier ce qui nous semble inutile et on va garder juste le plus utile. Oui, absolument. Après, moi, j'ai constaté aussi une utilisation de la carte mentale qui a commencé quand même à se déployer dans les écoles, mais sans expliquer en quoi c'était facilitant, en quoi la mémorisation était bien meilleure, etc. On donne juste l'outil en disant, bon, on va faire une carte mentale, mais on ne fait pas expérimenter. Tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que nous, on utilise la carte au format paysage. Pourquoi? Parce que quand on regarde, et ben là, on a un champ visuel vertical qui est enfin pas très grand, mais par contre, on a un champ visuel périphérique qui est très très large. Moi, si je fais ça, vous ne voyez plus mes mains, mais moi, je les vois encore. Donc, on va aller vers un fonctionnement naturel du cerveau. Et je trouve que quand on fait expérimenter ça à ceux qu'on reçoit dans nos cabinets, sans essayer de les convaincre ou de dire, tiens, il y a cet outil, c'est celui-là, on l'utilise, mais en leur faisant vivre l'expérience, ça marche beaucoup mieux parce que tout d'un coup, ils comprennent en quoi c'est intéressant d'utiliser un... C'est pas juste une mode ou bien, ah oui, tiens, ouais, mon prof, il fait ça aussi, mais j'aime pas, j'ai rien compris. Donc nous, on a cette approche en pédagogie positive où on va faire expérimenter les choses. Ouais, tout à fait. C'est une faiblesse qu'on retrouve hein, globalement dans les classes. C'est que les enseignants alors, vont appeler carte mentale des choses qui ne sont pas tout à fait du mind mapping et Ouais, souvent vont le plaquer parce qu'en effet, ils ont entendu dire que ça marchait très bien et vont donner à leurs élèves des feuilles déjà toutes faites, ce qui a déjà moins ouais, d'impact au niveau mémorisation que quand on le fait soi-même, et sans leur expliquer ce que c'est. Et pour les élèves, en fait, le ressenti, c'est le prof nous donne encore une nouvelle feuille, il va falloir apprendre ça en plus. Ils ne se rendent pas ouais, compte que c'est la même chose que le cours. Et puis souvent, il n'y a pas de mode d'emploi, ouais, comme tu disais, où on ne leur dit pas comment on commence, comment on lit ce genre de choses, comment on fait pour que ça soit efficace. Et du coup, en cabinet, on va reprendre ça. Simplement, on va l'expérimenter, alors souvent à partir de leçons. Et quand l'enfant se rend compte que juste en ayant fait sa carte mentale, il se rappelle sa leçon, bah, ouais. c'est gagné. Parce que là, il a Ouais. compris que ça va vraiment l'aider. Voilà. Après, il y a aussi deux choses qui sont différentes, qui sont importantes à comprendre avec les outils de pensée visuelle. C'est cet outil est pour moi, j'ai un texte, je veux comprendre le texte, je fais une carte, je fais une map, et puis je vais aller chercher les idées clés, et ça va être une carte qui est un peu brouillonne, qui va peut-être pas, sur lequel au départ, je vais peut-être pas mettre de couleur ou de picto, c'est vraiment je vais l'utiliser comme un outil, mais qui m'est destiné. Donc, du coup, si quelqu'un d'autre la lit, parce que parfois c'est ça, les gens disent, ah oui, mais je comprends rien à ce que tu as fait. Oui, mais tu comprends pas parce que ça ne t'est pas destiné. C'est mon outil. En revanche, il y a une autre façon qui est, si je dois communiquer quelque chose, si je dois faire des cartes, notamment, voilà, quand on s'est connu, moi, dans le livre Apprendre autrement avec la pédagogie positive, tu avais une très belle façon de faire apprendre les leçons d'histoire à tes élèves avec des cahiers. Enfin bon, c'était vraiment super. Donc c'est pour ça que je t'avais contacté. Et il y avait ta collègue Véronique qui, elle, faisait des cartes aussi sur des règles de grammaire, etc. Et ces cartes-là, elles étaient plus jolies,
elles étaient colorées, etc. Il y avait des petits pictos. Pourquoi? Parce que c'était une carte qui allait être distribuée à l'ensemble de la classe et qui était plus comme une fiche de révision, quoi, en quelque sorte. C'est ça. En fait, il y avait cet aspect-là. Alors avec Véronique aussi, ce qu'on faisait beaucoup nous, c'est des cartes faites à la main. Et que là, Oui. actuellement, souvent dans les classes, on voit plutôt, enfin les profs vont plutôt distribuer, parce que c'est plus pratique, enfin il y a plein de raisons à ça, hein, mais vont distribuer des cartes faites à l'ordinateur. Donc ça n'a pas le même Mhm. impact. Et donc il y a le côté un peu artisanal, en fait, avec le fait à la main. Et puis en tant qu'enseignant, on va vraiment se poser la question de comment on peut transformer cette information-là pour qu'elle soit assimilable par les élèves facilement, même dans la carte mentale. Mais pour le coup, on travaillait aussi sur comment utiliser la carte mentale en classe, comment les élèves pouvaient en produire. Donc on avait toute cette partie-là. Et puis, un écueil qu'on rencontre souvent aussi dans les classes, c'est que la carte mentale ne fait pas partie de la culture des classes en France, et que quand on va Oui. demander à un élève de faire une carte mentale le soir chez lui, il va avoir l'impression que c'est pas demandé par le prof, que c'est inutile ou que c'est du travail en plus, quoi. Ou les parents vont penser que c'est pas du travail. Ils vont dire c'est quoi ton petit dessin et révise plutôt parce que tu vois avec l'idée qu'il faut être à son bureau, il faut répéter, il faut que ce soit pénible, etc. Il y a quand même encore des croyances autour de ça, Oui, alors que quand on utilise la carte, c'est ouais, plaisant. complètement. Ça rejoint aussi ce que tu disais au tout début, avec les phrases avec plein de mots. Moi, je sais que les premières fois que je prenais qu'on me voyait prendre mes notes, en fait, surtout en réunion de directeur dans l'éducation nationale, on me regardait bizarre quand même. C'était vraiment Ouais, c'est ça. très bizarre pour les gens. Ils regardaient en se demandant ce que je faisais, c'était quoi ces petits dessins, c'était pas sérieux. Voilà, on a aussi ce Oui, côté. tu t'amuses quoi. Et puis tu ramenais tes couleurs et tout. On disait c'est bon, on n'est pas à la maternelle. Voilà, c'est exactement ça. Et pour que, au final, ça soit quelque chose qui pouvait être promu dans les classes, en formation, par exemple, on disait régulièrement aux jeunes enseignants, ça serait bien de faire une carte mentale, sauf que c'était jamais vraiment expliqué. Donc Oui, c'est ça. on a ce côté technique, et à nouveau, la technique est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Les, Oui, oui, oui. sur les formations, les personnes en 1 ou 2 heures font déjà très, très rapidement leur carte avec des explications qui sont minimes, hein. Oui, et puis, ce qu'il y a à comprendre, alors là, on parle principalement de la carte mentale, du mind mapping, mais il y a à comprendre que c'est la représentation graphique d'un questionnement ouvert. Oui, Si je pose pas des questions, c'est qui, c'est quoi, c'est où, combien, comment, etc., je vais pas pouvoir aller chercher les informations. Donc, ça m'aide à déposer un questionnement ouvert, et donc, c'est ça, cette puissance. Si on n'explique pas ça, si on n'explique pas le pourquoi dans ce sens-là, pourquoi les branches le plus à l'horizontale possible, pourquoi la couleur, pourquoi les pictos, pourquoi le questionnement ouvert, bah, c'est un outil qui, certains vont dire non, non, mais pour moi, ça marche pas. Alors qu'en fait, ça marche pour tout le monde. ouais, ouais, tout à fait. Et au niveau des appellations, alors on n'a pas de traduction vraiment de mind mapping. En France, on va utiliser la carte mentale, mais le mind mapping, c'est comment les informations sont en réseau, en fait, dans Oui, le cerveau. On est plutôt sur cette chose-là, mais on n'a pas de traduction. Et les Québécois, eux, vont utiliser plutôt la carte d'organisation d'idées. Donc on est oui, vraiment sur comment chacun pense et comment chacun organise les idées. Une partie aussi des outils visuels, hein, ça va être de hiérarchiser les mots-clés les uns par rapport aux autres. Et ce travail-là est un travail cognitif qui est fort, en fait. Ça, on retombe sur les questions ouvertes dont tu parlais. Et chacun va avoir sa manière de penser. oui, On retombe d'ailleurs, tu vois, sur les peurs dont tu parlais, aussi beaucoup sur est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Ou est-ce que j'ai fait la bonne carte? Alors qu'on n'a pas oui, de réponse en soi. Voilà, chacun va déjà sélectionner les mots-clés qui lui conviennent, et puis chacun va faire la carte mentale sous la forme qui lui convient. Donc il n'y a pas oui, c'est de, ça. voilà, il y a pas de bonne réponse unique, en tout cas. Oui, oui. Et ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on est dans un système où on est quand même dans la bonne réponse, la mauvaise réponse, j'ai bien fait, j'ai mal fait, etc. Alors que là, ça laisse une liberté de créativité.
Ouais. Dans les outils d'ailleurs, eh ben, on a parlé de la carte là, pas mal. Il y a aussi, quand tu disais de hiérarchiser les idées, etc., il y a le sketchnoting. Donc le Mm. sketchnoting, est-ce que tu peux expliquer rapidement de quoi il s'agit? On mettra des exemples, hein, vous pourrez télécharger des exemples à l'issue de la conversation, mais pour expliquer, pour que les gens comprennent de quoi on parle quand on parle de sketchnoting, qui, là, pareil, on ne sait pas trop comment le traduire sans que ce soit un peu bizarre comme nom. Oui, alors en français, on trouve des appellations. Je sais qu'il y en a une c'est le croquis-note. Ça fait une Ouais, appellation toute mignonne. Voilà. ouais, Mais ouais, sinon, ouais, on va plutôt parler de sketchnoting. C'est plus simple. Donc, de manière assez synthétique, le sketchnoting, en fait, c'est une synthétisation visuelle des informations à partir de dessins et de mots-clés. Alors, avec un peu plus de liberté que dans la carte mentale. La- Dans le mind mapping, on va retrouver un squelette avec l'arborescence. Dans le sketchnoting, on a une ouverture beaucoup plus forte avec cette liberté où on peut organiser un peu comme on veut sur la page de manière graphique, avec de la spatialisation, c'est-à-dire les informations ne sont pas toutes au même endroit ou en linéaire, elles sont situées sur différents blocs. Et puis on va retrouver du coup les dessins, les mots-clés, comme je disais, et la possibilité de mettre des mots-clés un peu plus longs, des petits bouts de oui. phrases aussi dans le sketchnoting, alors que dans le mind mapping, on va être bloqué sur des mots simples. Oui. On joue aussi dans le sketchnoting, on va jouer aussi beaucoup avec la calligraphie. On va se faire plaisir d'écrire des mots très gros, puis des plus petits en dessous. Donc, c'est ces différences-là qui vont vraiment attirer notre attention, hein. C'est vraiment euh, une façon de mélanger du texte et Du du graphique. visuel et du textuel dans un espace, dans l'espace d'une feuille. Et là, du coup, on peut l'utiliser en paysage ou en portrait, en mode un peu poster. Donc, il y a effectivement le mind mapping, c'est vraiment un schéma centré, donc avec au centre le sujet, alors que le sketchnoting, on va être un peu plus, voilà, il y a plus de créativité. Moi, je vois quand même des adolescents euh, à qui je présente le sketchnoting, qui connaissent le mind mapping, qui l'utilisent. Et quand ils découvrent le sketchnoting, alors là, c'est la folie intégrale. Ils sont Ouais. hyper contents, c'est super créatif. Je ne sais pas si ça fait la même chose avec tes Oui, oui, patients. c'est souvent ce qu'on rencontre. Ça peut dépendre des personnes, en fait, mais parce que Ouais. donc, le mind mapping va être régi par pas mal de règles, notamment les arborescences, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, les Mhm. couleurs, voilà, plein de petites choses comme ça. Le mot-clé Ouais. unique qui en fait partie. Oui, Toutes ces règles-là, pour certaines personnes, ça peut être un peu trop contraignant. Et du coup, avec le oui, sketchnoting, ils vont retrouver une liberté où là, ils peuvent vraiment faire comme ils veulent et en se posant encore moins la question de est-ce que c'est bien comme je fais? Voilà, ça sera oui, bien puisqu'il y a, comme tu disais, toute cette liberté également sur le format de la page, sur comment j'organise les informations. Il y a des schémas types pour le sketchnoting avec des structures quand même, mais il y a une structure qui oui, s'appelle le popcorn où on peut écrire dans oui, tous les sens sur la feuille et il y a un côté oui, qui est très très plaisant. Et puis c'est très à la oui, mode chez les jeunes, en effet. oui, Il y a plein de publications qui sortent aussi pour qu'ils puissent faire des fiches de révision et qui oui. les pousse à aller dans quelque chose de plus graphique maintenant. Et il y a vraiment l'information, alors même si ça a l'air d'aller dans tous les sens, avec le sketchnoting, ce qui est intéressant, c'est qu'on ajoute des flèches, donc le regard sait dans quelle direction attraper les informations. On va avoir ce qu'on appelle des conteneurs, donc soit des bulles, comme des bulles de BD ou des conteneurs encadrés qui vont permettre de rassembler une information à cet endroit-là, etc. Donc effectivement, comme pour le mind mapping, le sketchnoting a ses règles. On va dire le titre, les bannières, des listes à points, etc. Donc il y a un certain type de règles, mais qui ensuite laisse vraiment libre cours à la créativité. Mm. Oui, oui, complètement. Voilà, alors ça peut être un peu sur les formations, c'est ce qu'on voit aussi quand je commence à présenter les premières notions dont tu as parlé, les conteneurs, les bannières, ce genre de choses. Les personnes ont un peu peur parce que ça leur paraît très compliqué, mais en fait, en pratique, on ne se demande pas si on va faire un conteneur.
On se demande surtout comment je vais faire pour regrouper les informations et montrer qu'elles vont ensemble ou les séparer des autres. Donc c'est très instinctif, il y a un côté très ludique. Alors, aussi bien dans le sketchnoting que dans le mind mapping. Et puis, on va retrouver, comme tu disais, chacun sa manière de penser. Voilà, parce que souvent, une des premières réactions quand on montre des sketch notes, les personnes vont dire aussi, oh là là, j'y comprends rien, c'est très fouillis. Mais c'est normal puisqu'elles ne les ont pas faites elles-mêmes. Voilà, ça Oui, c'est correspond ça. à un schéma de pensée. Oui, c'est ça. C'est pareil. Là, il y a la sketch note qui n'est que pour moi, pour mon organisation. Et puis, je peux faire une sketch note pour parler de quelque chose et la distribuer et faire un résumé. Et donc là, il y aura moins d'infos peut-être, ou je vais faire un gros effort sur la présentation pour que ce soit vraiment très agréable, très accessible. Peut-être que je vais mettre des petits numéros, un, 2, 3, comme ça le regard il sait où il doit aller. Donc, dans tous ces, que ce soit le mind mapping ou le sketchnoting, ce qu'il y a aussi, ce que je remarque, c'est vraiment notre capacité quand on les utilise à être vraiment présent à ce qu'on fait. Donc, à être comme dans un état méditatif parfois, ça aide à se concentrer de façon très puissante. Et c'est aussi un autre avantage de l'utilisation des outils de pensée visuelle, c'est on peut penser que ça nous ralentit, mais en fait, au contraire, ça nous focalise et ça nous permet euh, une meilleure mémorisation, une meilleure compréhension des notions. Ouais, mais en fait, on se retrouve à certains moments très proche d'un état de flow. Comme tu Ouais, disais, cet état de focalisation, on est complètement présent avec vous voyez, une hyper concentration. En même temps qu'on dessine, en fait, le fait de dessiner permet de libérer aussi l'écoute. En gros, alors quand je le dis aux parents ou aux jeunes, ils me disent, mais les profs nous permettront jamais de faire ça. Du coup, moi, je leur fais l'analogie avec le téléphone. C'est-à-dire que quand on téléphone, on n'est pas assis sur une chaise à regarder dans le vide. Généralement, on fait oui, autre chose, soit on marche, soit on dessine. Et le corps a besoin de bouger à ce moment-là, d'être en activité. Ces outils-là vont permettre ça et du coup d'être vraiment sur une hyper focalisation qui va permettre aussi vraiment de bien écouter, d'être très présent au moment de la prise de notes et du coup d'acquérir beaucoup plus rapidement ce qu'il y a à acquérir au fur et à mesure. Et d'autant plus que c'est des outils qui vont être plutôt graphiques, donc sur un autre mode que le mode auditif, qui lui est utilisé pour écouter. oui. Et, euh, et à ce moment-là, enfin, l'oreille est complètement disponible. En effet, on est complètement à l'écoute et ça facilite vraiment. Et quel que soit l'outil ou la méthode visuelle qu'on utilise, tu vois, on a parlé du mind mapping, on n'a pas parlé, j'en dis deux mots là, de ce qu'on appelle la carte à bulles, qui est aussi un schéma centré avec juste des bulles et qui paraît plus simple au départ, mais qui est comme un peu un entraînement pour aller vers le mind mapping ensuite. Tous ces outils-là, c'est vraiment, ils sont très faciles à acquérir. Comme tu le disais tout à l'heure, en l'espace de, ben voilà, de 2 heures, on sait faire une carte. Après, c'est juste de l'entraînement. On va s'améliorer sur notre graphisme dans le sketchnote, etc. Mais à partir du moment où on a compris comment ça marchait, c'est facilement accessible. C'est pas quelque chose où il va nous falloir je ne sais combien de séances pour pouvoir être expert, tu vois. Oui, tout à fait. C'est vraiment sur cette facilité-là que c'est intéressant. Et puis à nouveau, ce côté ludique qui fait qu'on a envie d'y revenir. Oui. En formation, d'ailleurs, quand les personnes font leur carte mentale, c'est un temps qu'elles ont pour elles-mêmes hein, sur le temps de la journée. Au bout d'une dizaine de minutes, je leur demande aussi comment elles se sentent. Et généralement, elles se sentent détendues, tranquilles. Voilà, elles apprécient vraiment ce moment-là aussi, où elles sont centrées sur elles-mêmes, simplement. Oui, c'est ça. Et puis, comme nous, on leur apprend papier-crayon au départ, c'est vraiment tenir un stylo, tracer, etc. Ça a une incidence. Ça a une incidence forte sur notre état. Là où juste taper sur un clavier ne donne pas la même chose. Donc, il y a beaucoup, en fait, on se rend compte qu'actuellement, il y en a beaucoup qui reviennent au stylo et on arrête le clavier parce que c'est pas ça ou ça peut être les deux,
mais ça a une importance au démarrage d'un apprentissage que la main soit à l'œuvre, hein. Oui, c'est ça complètement, que le corps soit aussi complètement sollicité. C'est nécessaire, comme tu le disais aussi, on ne réfléchit pas de la même manière avec un clavier ou avec un crayon dans la main. Et du coup, tout dépend aussi de l'objectif qu'on a derrière tout ça. Mais sur un apprentissage, ça sera beaucoup plus puissant quand même avec un travail à la main. Aussi parce que c'est un travail qui va être un peu plus lent, plus réfléchi et qui va Oui, permettre d'acquérir encore mieux, de mieux mémoriser. oui, oui. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde aussi la question, voilà, de dire l'adaptation de ces outils-là aux différents profils d'apprentissage et notamment le bénéfice pour les enfants qui ont voilà, des besoins éducatifs spécifiques, notamment la dyslexie, etc. En quoi l'utilisation de ces outils-là, ça va faciliter et quels seront les bénéfices autres à part la compréhension et la mémorisation? Qu'est-ce que tu as pu observer du bénéfice d'utilisation de ces outils-là avec des enfants, bon, avec tous, mais avec aussi ceux qui ont des besoins un peu plus précis? Ouais, alors sur les enfants qui ont des besoins un peu plus précis, comme tu disais, ces besoins spécifiques, donc les troubles 10, ça rejoint une des premières phrases que tu as dites tout à l'heure, au tout début, sur tous ces mots qu'on utilise pour faire des phrases. Et en Oui, fait, si je reprends par rapport aux frères Buziane, au moment où ils ont élaboré la technique de carte mentale, ils se sont rendus compte que statistiquement, dans un texte, il y avait entre 85 et 90% de mots inutiles qui n'étaient là que pour faire de la liaison et que du coup, il reste 10-15% de mots-clés. Et nous, on va se concentrer essentiellement sur ces mots-clés. Donc, pour un enfant dyslexique, on lui supprime quand même 85 ou 90% de mots, ce qui lui supprime une grosse partie de ce qui l'embête. Donc, ça ouais, va de son vraiment effort. faciliter. Voilà. Ça va rendre beaucoup plus facile l'appréhension des leçons à ce moment-là. Ouais, Et ça fait un support qui est beaucoup plus simple à apprivoiser après. ouais, En plus, comme on va utiliser le double codage avec les pictos, ouais. il va pouvoir aussi utiliser une mémoire plus visuelle pour retenir les informations. Et du coup, on va là aussi faciliter sa mémorisation. Donc voilà, Oui, ce qu'on cherche avec des enfants qui ont des troubles des apprentissages comme ça, c'est peut-être que certains ne sont pas au courant, mais il y a une grosse fatigabilité. C'est des enfants qui fournissent un effort considérable et qui va les fatiguer énormément. Et donc, on va essayer de trouver une approche qui allège cette fatigue parce que au bout de la journée, ils sont rincés et quand il faut enquiller sur des exercices à la maison ou revoir les leçons, etc., c'est la double peine, quoi, parce que eux, ils ont déjà beaucoup fourni d'efforts. Donc, des outils comme des outils de pensée visuelle où tout d'un coup, ça devient accessible, c'est plus facile. On m'enlève tout ce qui est dérangeant pour aller à l'essentiel, ça permet vraiment de se reconnecter à une confiance en soi qui est énorme. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des enfants qui tout d'un coup s'ouvrent, quoi. Ils étaient complètement fermés, découragés, puis on les voit. Je ne sais pas si toi tu en fais l'expérience, j'imagine que oui, mais Oui, oui, on retrouve ça vraiment, et ça fait partie des bénéfices qu'on va oui, retrouver. Donc en plus de simplifier le support pour ces enfants-là, on va retrouver aussi un meilleur engagement de leur part, puisque pour faire la carte oui, mentale, ils, ils vont s'y mettre plus facilement. Et puis comme il y a un côté coloré, ludique, il va y avoir aussi une envie plus forte de revenir sur cet outil-là. Donc il y a vraiment ces choses-là où on renforce l'engagement, la motivation, et donc surtout chez ces enfants à besoins spécifiques qui peuvent être largement découragés par des approches plus classiques. oui. Et puis, il faut rappeler que c'est un support, comme tu le disais tout à l'heure, que ce soit une mind map ou une sketch note. On a une seule feuille. Alors, si la leçon elle est plus complexe, on va avoir peut-être une feuille par chapitre, mais en tout cas, pour réactiver, c'est-à-dire pour faire réexister dans sa tête et repasser sur sa mémorisation, c'est super simple, parce qu'on a juste à reparcourir la feuille. On n'est pas en train de reprendre tout ce qu'on sait déjà et blablabla bla, 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 sur je ne sais combien de pages.
on va aller à l'essentiel et c'est un vrai support de réactivation qui est génial, quoi. Ouais. Et puis un support de réactivation qui va dans le sens de sa propre pensée. Oui, C'est-à-dire pas qui va dans le sens de la pensée du prof, mais dans le sens de comment moi j'aurais fait. Et du coup, c'est beaucoup plus simple aussi, c'est beaucoup plus fluide à ce moment-là, on enlève les résistances. Et puis, on en parlait tout à l'heure aussi, cet esprit de synthèse qui vient petit à oui. petit, et qui va permettre aussi d'aller plus vite à l'essentiel et d'être plus focalisé en fait sur ce qui est important, plutôt que sur les détails. Après, sur l'adaptation au profil de l'apprentissage, il y a aussi la question de, effectivement, en fonction de notre préférence, moi, quand je fais une map ou quand je fais une sketch note, eh ben, je fais clic-clac et elle est dans mon esprit, elle flotte à peu près là et je l'ai prise en photo. Et je peux la revoir comme ça, elle est dans l'espace. Il y en a d'autres qui vont pas voir ça, mais pour autant, ils vont parler leur carte. Ils vont dire, ah bah oui, en haut à droite sur la branche, il y avait ça, il y avait tel mot, il y avait tel picto, blablabla, bla, 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 bla. Et ils vont faire le tour de la carte en la verbalisant. Donc c'est en ça que si on revient à ce qu'on se disait tout au départ, l'histoire de je suis visuel, je suis pas visuel, on C'est attrape ça. sa carte quand on veut. Ah oui. Et puis on parlait de Véronique tout à l'heure. Elle a l'habitude aussi de faire suivre la carte avec le doigt à ses élèves. Comme ça, il y a aussi une entrée par le corps. Donc Oui, c'est ça. ça fonctionne avec vraiment avec tous les profils d'une manière ou d'une autre. Et puis même si on a un canal préférentiel, les autres canaux sont là quand même. Donc Oui, bien sûr. ça permet d'aborder l'apprentissage sur tous les canaux, d'être sûr d'avoir les canaux les plus importants, mais en plus, les autres canaux, qui vont être plus secondaires, vont renforcer l'apprentissage et la mémorisation. Oui, moi je me souviens, tu vois, enfant, dans une, en classe, c'était trop verbal pour moi. Il n'y avait pas de support visuel. C'était que des phrases et du coup, il fallait que je me fasse mes images, Ouais, mais je perdais un peu le fil par moment, ce qui fait que c'était hyper angoissant parce que j'avais l'impression quand la maîtresse disait est-ce que tout le monde a compris? Comme tout le monde disait oui, je disais oui, je n'avais pas pigé. Donc j'avais vraiment, c'était hyper anxiogène pour moi cette histoire-là. Puis après, quand je le faisais, quand je faisais les exercices, bah là j'y arrivais. Mais comme c'était trop verbal, que du mot qui descend, qu'on verse comme ça ne me, ça ne me convenait pas du tout, quoi. C'était pas suffisamment, il n'y avait pas suffisamment d'images, quoi. ouais, ouais. C'est- en analogie, c'est ce qu'on retrouve aussi en sport, par exemple, quand au foot, l'entraîneur va montrer un parcours, enfin, va expliquer un parcours, et au moment où, enfin, une fois qu'il a fini, il demande qui veut passer, et là, personne ne se propose parce qu'en fait, personne n'a compris le parcours. Tant qu'il n'y a pas Mais oui, quelqu'un qui l'a fait une fois, pas trop vite, pour montrer aux autres, personne n'a rien ouais, compris. Et en classe, on a l'impression que, il suffit d'expliquer pour que les élèves comprennent, mais en fait, oui, il manque en effet cet appui visuel, un appui aussi, à nouveau, autour du vécu de l'expérience, de faire des essais, le côté kinesthésique. C'est vrai qu'on est beaucoup centré sur l'auditif. Donc là, ouais, c'est ouais, des ouais. techniques qui vont permettre de se réconcilier avec tout ça. Ouais. Alors toi, dans tes prises en charge en psychopédagogie positive, à quel moment tu introduis ces outils de pensée visuelle, de quelle façon, et puis en fonction des âges, peut-être que tu vas utiliser. On a principalement parlé du mind mapping et du sketchnoting, mais tu vas peut-être utiliser aussi d'autres choses. Et comment tu le fais? Et en quoi ça apporte quelque chose de chouette dans la pratique? Ouais. Alors moi, je les utilise souvent au tout début des prises en charge. Donc je vais de toute façon voir aussi bien le mind mapping sur une ou deux séances. En fait, la première Ouais. séance, c'est pour voir la technique, voir Mhm. comment on fait, et puis on fait une première carte, et puis les séances suivantes, c'est de vraiment continuer à le pratiquer pour être sûr que l'enfant s'entraînent encore à le faire, parce que comme je disais tout à l'heure, comme ça fait pas partie de la culture scolaire, quand on le présente une première fois, ils ont l'impression que c'est long et qu'on va leur Ouais. demander de passer encore une demi-heure de plus sur les devoirs, et c'est souvent pas possible. Donc je vais commencer par le mind mapping, parce que entre le mind mapping et le sketchnoting, c'est celui qui a le plus de contraintes, et donc qui peut Oui. sembler le plus compliqué.
Et une fois que l'enfant a bien compris comment fonctionnait le mind mapping, qu'il a pu se faire une idée, déjà s'il aimait ou pas, je lui présente aussi le sketchnoting, où là, bah, du coup, tout est beaucoup plus simple puisqu'il y a beaucoup plus de liberté. Donc souvent, ça a un très bon impact aussi. Et là aussi, on va s'entraîner sur une ou deux séances à partir de cours à refaire des sketch notes. Et puis, très souvent, et même encore plus au début des séances, je vais travailler sur la mémorisation avec voilà, sur comment on fait pour mémoriser avec les jeunes que je vois. Et sur la technique des loci, c'est la technique des lieux, en fait, qui était utilisée dans l'Antiquité par les orateurs pour apprendre leur discours. Et là, c'est une technique aussi que j'ai adaptée au niveau visuel sur feuille, Ouais. bah, que je présente en formation aussi ou en atelier quand je fais des ateliers enfants-parents, et qui fonctionne très bien, en fait, qui permet aux enfants et puis même aux moins jeunes, du coup, je pense aux ados, aux lycéens, de voir une technique qui permet d'apprendre vraiment rapidement, enfin, de mémoriser Oui, c'est vraiment ça. rapidement. Voilà. Et l'idée aussi, ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est la question c'est la spatialisation de l'information qui fait Ouais. que si on sait où on a déposé quelque chose, on sait comment le récupérer. Oui, c'est ça. En fait, c'est d'arriver à conscientiser tout ça, d'avoir d'une manière ou d'une autre une possibilité d'accès, un chemin d'accès Oui. à l'information, que ça soit un chemin direct ou un peu moins direct. Oui, complètement. C'est ce qui rend aussi notre pratique, on disait la pratique en psychopédagogie positive, on va Ouais, amener des outils qui sont simples en prise en main, mais très puissants, et ouais, qui amène du plaisir dans l'apprentissage, parce que c'est vraiment cette question-là, c'est que souvent l'apprentissage, il est super contraignant. Donc si le mm, fond est contraignant et que la forme est contraignante, ça fait le double effet qui se coule, pas cool du tout, le double effet qui se pas cool. Et alors que ouais, là, quand on amène quelque chose qui est plus joyeux, ben, même si le fond ce qu'il y a à apprendre, etc., est un peu contraignant, on n'aime pas spécialement, eh bien, on se rend compte que quel que soit ce sur quoi on travaille, on peut le rendre agréable grâce à ouais, ces outils-là. c'est ça. Et comme on va utiliser beaucoup de couleurs, les pictos, toutes ces choses-là, ça va faire qu'on a aussi plus envie de revenir. Une des idées hein, des frères Buziane, c'était de rendre l'apprentissage plus dynamique. Voilà, on n'est pas Oui, juste à lire une leçon qui est écrite tout en bleu, donc qui est assez fade en soi, mais voilà, d'avoir quelque chose de plus coloré, de plus dynamique. Eux, ils parlent beaucoup aussi du système d'ombre, de mettre des ombres à certains endroits pour faire ressortir la carte de la feuille, et du coup mettre le cerveau oui. dans un beaucoup plus dynamique au niveau de l'apprentissage. Et c'est vrai aussi les ombres dans le sketchnoting. On va, une fois qu'on a fait notre sketchnote, on va rajouter des ombrages, une ou deux couleurs, et tout d'un coup, ça va rendre la chose très vivante. Et il y a un réel plaisir de, de l'objet terminé. Quand on a une belle carte, quand on a un beau sketch note, on se dit waouh, c'est vraiment, on a une satisfaction, je trouve qu'en plus que tout ce qu'on a dit, il y a une satisfaction de ce qu'on a créé. Oui, complètement. Et puis le moment bah, dont tu parlais, ce moment où on met les ombres, ou alors on fait Oui, les tours de couleurs au niveau des conteneurs, par exemple, c'est des moments où là, pour le coup, on est encore plus disponible au niveau de l'écoute. Et c'est souvent des oui, moments, enfin, dans les conférences, les formations qu'on peut avoir en tant qu'adulte, mais ce serait le même cas en classe, c'est le moment où la personne va répéter des choses qu'il a déjà dites, ou alors il va répondre à une oui, question, donc c'est un peu plus creux, un peu plus vide de oui, mots-clés. Et sur ces moments-là, en fait, on a le temps de faire. Donc c'est aussi tout à fait possible de faire en live hein, ces choses-là. oui, Et par rapport à l'objet fini, alors c'est vrai que moi maintenant, depuis plusieurs années, j'ai l'habitude de donner mon sketch note en fin de conférence au conférencier, oui, hein, qui lui est oui, ravi c'est de ça. l'avoir. Ah oui, Voilà. oui, Et ouais, j'ai moi, fait ça je aussi. garde une photo au cas où, c'est Ouais, voilà, si j'ai besoin de m'y référer. Mais comme tu disais, comme je l'ai fait moi, que j'ai été ultra attentif, bah, en fait, je me rappelle les choses qui ont été abordées. Et ouais, par ouais, rapport à la spatialisation, si un jour je dois retourner chercher cette information, je sais sur quel sketchnote c'est et je sais dans quelle zone ça se trouve. Si c'est en haut, en bas, à gauche ou à droite, ça c'est fixé automatiquement. alors moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai des enfants qui sont un peu plus jeunes, c'est d'expliquer la carte mentale aux parents et à l'enfant en même temps.
je leur fais vivre ma expérience. Je leur fais faire la méthode des lieux pour qu'ils comprennent la spatialisation. On- la carte, je l'explique et je leur demande de faire ensemble, etc. Tout d'un coup, ça donne un bon partenariat après, parce que le parent, il sait comment ça fonctionne aussi. Et du coup, ça aide énormément. Et puis, avec les lycéens, je leur fais faire voilà, le mind mapping papier-crayon. Et après, bien évidemment, je leur amène, voilà, en général, moi, j'utilise Xmind, qui est un logiciel de mind Mm. mapping. Mais quand je leur montre ça, tout d'un coup, il y a un horizon, un boulevard qui s'ouvre. Et, Ouais. en voyant comment ils vont pouvoir l'utiliser très rapidement pour faire des résumés de tout ce qu'ils ont à faire, tu vois. Ah ouais. Donc c'est vraiment les outils de pensée visuelle, c'est le socle aussi de notre pratique. On utilise Ouais. ces outils-là pas parce que c'est juste amusant, joli, sympa, mais ça a une efficacité, c'est vraiment ultra puissant et j'espère qu'on l'a démontré là, enfin j'espère que ça va intéresser les parents. Si tu avais un conseil à donner aux parents, là, voilà, tu le donnes déjà aux parents de ceux que tu accompagnes, mais là, à ceux qui nous écoutent et qui sont parents, ça serait lequel de ton point de vue de praticien? Ouais, à mon niveau, ça serait vraiment d'avoir confiance en son enfant, en fait. C'est que voilà, l'enfant fait du mieux qu'il peut là où il en est, mais qu'il sait où avancer, en fait. Il saura faire de toute façon. Donc, c'est d'arriver à lui faire suffisamment confiance aussi pour pouvoir relâcher la pression. Voilà, où en tant que parent, on a toujours peur pour l'avenir de son enfant. Mais voilà, vraiment, ce qui va le mieux fonctionner, c'est quand cette pression va être un peu plus relâchée et où l'enfant va se sentir plus libre d'avancer à sa vitesse et libre aussi de se tromper, sans avoir peur de décevoir ses parents, par exemple, ou d'avoir des remontrances derrière. Donc vraiment, Oui, ça c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, tu as raison. Et puis cette question que l'enfant a son rythme, parfois en tant que parent, on dit quoi, il connaît déjà pas, il connaît pas ses tables de multiplication, mais un jour il le saura, hein. ouais. Il sait pas lire de façon fluide, un jour il le fera, de la même façon que ben, un jour il a su marcher, manger avec une cuillère, etc., etc. Ouais, voilà. Et Donc puis l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher, ouais. c'est moins celui qui a aussi dans apprendre autrement avec la pédagogie positive, mais un enfant qui apprend à marcher, quand il tombe, on va pas le disputer, on va pas lui dire que c'est nul. Voilà, on va le reprendre par les mains, on va l'aider à avancer encore un peu, et puis bah, à un moment, il tombe encore, et puis on l'aide encore. Voilà. Donc c'est Ouais, vraiment mais du coup, notre approche, elle permet d'accompagner aussi les parents à se reconnecter à cette confiance-là. Je trouve ouais, que c'est ça. quand on les englobe dans notre prise en charge, Oui, oui, et ça leur permet aussi de se reposer sur nous en tant que professionnels, puisque si nous, on leur dit ça, euh, bah, finalement, c'est qu'on sait ce qu'on dit. Et donc, ils peuvent ouais, plus facilement lâcher, se sentir ouais, légitimes à le faire, et ouais, avec l'idée que vraiment ça va fonctionner. ouais. Et si tu devais donner voilà, un conseil voilà, ou parler à des gens qui auraient envie que ce métier de praticien en psychopédagogie positive intéresse en se disant, tiens, je découvre et en même temps, ça me parle, etc., ça serait quoi ce que tu voudrais leur partager? Ah, oui, bah, les premiers mots là que j'avais, c'était allez-y, déjà. Voilà, D'accord. simplement. C'est non, ouais, faut y aller. Et puis enfin, ce qui est chouette dans ce métier, c'est justement cet accompagnement en tête-à-tête, alors que moi, je ne trouvais, j'avais pas dans la classe, donc forcément sur du collectif à 25, c'était compliqué, mais c'était quelque chose vers laquelle je voulais tendre, en fait, Oui, d'aller au plus près du fonctionnement de chacun pour adapter, enfin faire de la dentelle, en fait, ouais. c'est du sur-mesure qu'on fait là. Même si on sait, et on le verra, parce qu'on aura une conversation comme ça avec Sandra Saint-Flou, qui a ramené la psychopédagogie positive au sein de son école. Donc, ça sera l'objet d'une autre conversation que je vous invite à écouter. Euh, donc, on sait aussi que quand on se forme, les enseignants qui se forment à la pratique de la psychopédagogie positive, tout d'un coup, ça amène de la saveur dans leur pratique. Ils vont tout d'un coup voir leurs élèves dans la globalité, ils vont mettre en place, toi tu avais déjà mis pas mal de choses en place quand tu étais encore au sein de ton école. Et après, donc il y a cette envie plus personnelle, effectivement, et je pense que c'était vraiment à ta juste place d'un accompagnement individuel, tu vois.
qui te satisfait plus, ça a plus de sens pour toi. Mais que ce soit dans un cas comme dans l'autre, en fait, cette pratique-là, elle amène de la légèreté, chacun découvre ses talents. Enfin, Oui, et puis de la créativité, en fait, et l'envie ouais, de faire quelque chose d'un peu différent aussi. C'est-à-dire de ouais, renouveler, en fait, ce qui se fait dans les classes et de ne pas être sur quelque chose de très traditionnel, en fait. On retrouve ce côté créatif. ouais, super. Ben Vincent, je te remercie beaucoup. On mettra des exemples. Vous pourrez télécharger des exemples de maps et de sketchnotes pour que vous puissiez vraiment vous représenter de quoi il s'agit. Puis sinon, vous pouvez aller aussi chercher sur Internet, voilà, les sketchnotes faites à l'école ou dont il y a différents ouvrages, dont le tien aussi, hein, ton livre chez Erol sur voilà, les outils de pensée visuelle. Donc, merci infiniment et bah, j'espère que cette conversation vous a plu et on se retrouve très bientôt.